Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode, nous traversons la frontière pour nous rendre en Belgique, à Bavikove, en Flandre occidentale, pour y découvrir une histoire brassicole qui traverse les générations. Car la brasserie de Brabander, c'est plus de 130 ans de savoir-faire familial, 5 générations de passionnés et une vision résolument tournée vers l'avenir sans jamais renier ses racines. Une brasserie à taille humaine qui a survécu à 2 guerres mondiales et qui a su s'imposer sur la scène internationale, notamment grâce à sa Petrus ou à sa Bavik Super Pils, plusieurs fois élue meilleure Pils de Belgique. Saison 8, épisode 9, Albert de Brabander, brasserie de Brabander à Bavikove, en Belgique. Cet épisode vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la brasserie de Brabander. Bonjour, Albert Brabander, 5e génération de la brasserie de Brabander, ici à Bavikove, en Belgique. Albert, merci de nous accueillir dans ta brasserie, cette brasserie familiale dont tu représentes la 5e génération. On va parler de l'histoire de cette brasserie. C'est ton arrière-grand-père, Adolphe, qui a eu l'idée, c'était infirmier dans le village, et c'est lui qui a eu l'idée en 1894 de créer une brasserie pour transformer les cultures de la ferme. Mais cette brasserie, il va la mettre sur les rails, mais finalement c'est son fils Joseph qui va vraiment la lancer et démarrer l'activité. En effet, c'était son fils Joseph qui avait vraiment envie de commencer une brasserie, mais il avait besoin de l'aide de son père pour commencer le business. Donc, il avait fait quelques expériences dans les brasseries locales, parce qu'il y en avait une 5aine ici dans le village d'Arelbeek, à Bavikove. Et donc, il avait vraiment envie de démarrer une brasserie. Et c'est avec l'aide d'Adolphe qui a décidé l'année d'après. Donc, il a vu l'ouverture de la brasserie, mais c'était la seule chose. C'est surtout Joseph qui a démarré la brasserie, mais aussi lui, il n'a pas vécu très longtemps. C'est assez tôt que mon grand-père, Albert Brabander, a repris le business quand il avait 16 ans déjà. Et il avait vu son papa décéder, donc 2 ans plus tard, il a dû démarrer la brasserie ou reprendre la brasserie. Heureusement qu'il y avait encore sa maman, la femme de Joseph, qui a continué la brasserie pour cette période où lui, il n'était pas encore dans la capacité de le faire. Oui, parce qu'il était un peu jeune peut-être. Certainement, il avait 16 ans quand le papa a décédé. Donc voilà, il n'avait pas le choix. Heureusement que dans les familles brassicoles, il y avait pas mal d'aide. Il y avait des liens avec d'autres familles brassicoles. Et donc voilà, la famille de sa maman lui a aidé pendant le début du démarrage pour lui de sa carrière à la brasserie. Qu'est-ce qu'on brasse à l'époque ? Parce que c'est une petite brasserie dans le village, et il y a aussi d'autres brasseries, il y a de la concurrence. Qu'est-ce qu'on brasse, qu'est-ce qu'on boit ? Surtout, c'était la période de la Dort au début, la Dortmunder, donc la bière blanche, un peu avant la Pils encore, il y avait la Dort. C'était la bière primordiale de la brasserie. Sinon, il y avait déjà une brune et surtout bière de table qui était bue dans les alentours de la brasserie, disons dans les 10-15 km autour de la brasserie. Donc voilà, c'était une brasserie toute petite, à l'ancienne, une ferme. Et de là-bas, il a commencé à élargir un peu le territoire, à élargir les sortes de bières et les marques. Mais surtout, il a pu passer les 2 guerres mondiales, et ça, c'était primordial pour l'existence de la brasserie, parce qu'il y avait beaucoup d'autres brasseries dans les alentours, et il n'y en a que quelques-unes qui ont survécu les 2 guerres mondiales. Ces périodes des 2 guerres mondiales, il fallait être rusé, et en tout cas plus malin que les Allemands. Et plus malin que les Allemands, voilà, surtout la Première Guerre mondiale, je ne pense pas qu'on a pu nous défendre beaucoup. La deuxième, c'était encore pire. Mais le plus important, c'était se surlever après la guerre mondiale. Donc la première fois, il a eu de la chance qu'on avait une famille qui était dans la briqueterie et qui devait envoyer pas mal de briques dans la région de Ypres pour reconstruire les bâtiments. Et qu'est-ce qu'il faut pour les maçonniers, pour bâtir les maisons? Il faut des briques, il faut du ciment, il faut de la bière pour dépasser ce seuil qui était quand même important, et surtout pour avoir un bon apéro après la journée de gros travail.
Donc ça, c'était la Première Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il venait tout juste d'acheter son premier camion avant cette guerre. Il l'a complètement démonté, il l'a mis à gauche, à droite dans la brasserie, bien caché, comme des pièces de changement d'outils. Mais donc, il était le premier à reconstruire son propre camion après la Deuxième Guerre mondiale et ça lui a donné une belle avance sur d'autres brasseries pour recommencer tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale et donc de survivre ce moment-là. Donc la brasserie a survécu à ces deux guerres mondiales. Quand est-ce que ton papa, Ignace, arrive dans l'entreprise ? Je pense que c'était dans les années 75 qu'il a démarré, donc 1975, il a commencé à la brasserie. Lui aussi, il était assez jeune. Je pense qu'il avait 20 ans quand il a commencé à la brasserie. Il a longtemps travaillé avec mon grand-père. Donc c'était pas toujours très facile, les deux générations ensemble. Mais c'est mon papa qui a vraiment donné le côté commercial à la brasserie. Donc il y avait déjà des bonnes bières, il y avait déjà des marques, mais c'est surtout mon papa qui a commencé à vendre des bières dans les bars, pas seulement locaux, mais aussi beaucoup plus lointains. Donc il a commencé avec les distributeurs, il a commencé l'export de la bière aussi un peu plus tard. Pour lui, c'était très important que les marques soient présentes dans toute la Flandre. Et pour le faire, il avait commencé pas mal avec le sport sponsoring, avec les clubs de foot dans la région, avec les courses cyclistes dans la région. Donc voilà, c'était important pour lui pour avoir de la notoriété de la marque dans la région flamande. C'est quoi les références de bière à l'époque ? Il y avait surtout la Bavik et la Petrus. Donc Petrus était sur les maillots du club de foot de Courtrai et de Waregem. Et pour mon papa, c'était la bière préférée. De l'autre côté, il y avait la Pils, d'où il avait renommé la brasserie vers la brasserie Bavik. Et pendant cette période-là, il a aussi installé notre point de distribution en France, qui était à Arras, qui se nommait Bavik France. Toi, tu arrives dans la brasserie tout jeune, encore en culotte courte. Tu avais 8 ans quand tu as touché ton premier salaire ? En effet, si c'était très légal, je laisse ça à côté. Mais en effet, c'est très important dans une brasserie familiale que tu sois passionné par le produit et passionné par le boulot. Donc il m'a demandé si je voulais passer un peu mes vacances dans la brasserie. Et donc mon salaire se constituait de quelques francs belges par nouvelle caisse remplie avec des nouvelles bouteilles. Donc c'était encore à la main à cette période-là. Et donc de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans, je pense que j'ai passé tous mes étés à la brasserie, dans la ligne d'embouteillage, dans la ligne d'enfûtage, dans la salle brassage en tant qu'assistant maître brasseur, mais aussi sur la route où je vendais mes premières bières. Donc c'était chaque été la même chose et j'en suis très reconnaissant d'avoir eu cette opportunité parce que comme ça, tu comprends très bien qu'est-ce qui se passe dans la brasserie. Oui, c'est ça, il faut toucher un peu à tout pour découvrir le métier. C'est sûr et certain. Et j'en suis convaincu que mon petit-fils, il me demanderait de faire la même chose au plus tôt possible. Donc tu commences à connaître les gens. Il y a encore toujours des gens qui travaillent aujourd'hui dans la brasserie avec lesquels que moi j'ai encore travaillé dans la ligne d'embouteillage. Donc ça donne quand même un lien et ça reste une brasserie familiale. Donc il faut montrer le bon exemple, travailler dur, aller livrer des bars avec le camion, montrer comment ça doit être fait et pas se plaindre mais travailler. C'est lorsque tu as 18 ans que ton papa Ignace te pose une question très importante qui va écrire l'avenir, c'est est-ce que tu veux reprendre la brasserie familiale ? Et la réponse, elle était très vite, parce que si tu as l'opportunité à tes 18 ans de pouvoir entrer dans une brasserie, je pense qu'on serait tous du même avis. La bière, on a 18 ans, c'est le rêve. Et donc, en effet, mon papa, il me l'a demandé quand j'étais 18 ans, mais ce n'était que le début. J'avais fait mes étés dans la brasserie. Il savait que j'étais bien passionné par la bière, mais j'y connaissais pas encore trop. J'avais bien travaillé dans la brasserie. Mais c'est encore autre chose que comprendre le processus de faire la bière. Et donc là, il m'a mis sur un certain parcours que je devais atteindre pour pouvoir entrer dans la brasserie. Commençons par les études commerciales, qui étaient assez importants, mais beaucoup plus importants. Il me demandait de partir en Allemagne, à Dömens, l'école brassicole, où j'ai pu atteindre mon master en brassage et malterie pendant une année magnifique à Munich.
Donc c'était vraiment, pour moi, c'était le rêve à ce point-là. C'était la première fois de ma vie que je pouvais étudier ce que j'aimais bien. Donc voilà, que c'était de 8 heures du matin jusqu'à 5 heures le soir en allemand, c'était un peu plus compliqué. J'apprenais pas mal d'allemand le soir dans les bars avec mes collègues étudiants et comme ça j'ai pu atteindre ce diplôme-là. Après, j'ai passé encore une année à Paris, encore un peu plus d'entrepreneuriat. Et puis, j'ai dû chercher mon premier boulot. Ton père te propose de reprendre la brasserie, mais pour autant, il te donne pas les clés immédiatement. Il y a ces 2 années de formation à l'économie à Courtrai, il y a cette année à Munich chez Demens, et puis ensuite encore une année en France à Paris. Et après ces 4 années d'études intenses, il te dit, va faire tes armes ailleurs, et va aussi faire tes premières erreurs ailleurs. En effet. Mais non, je pense que c'est très important pour chaque entreprise familiale que tu ne rentres pas tout de suite dedans. Parce que sinon, j'aurais appris beaucoup de choses, mon papa, qui était très bien, mais il n'y aurait pas une autre vue sur le business. Donc voilà, pour lui, c'était bien important que je passais aussi ailleurs. Et j'ai eu l'opportunité de commencer chez une petite brasserie hollandaise avec une bouteille verte et une étoile rouge dessus, duquel que je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler là-bas. Et voilà, chez Heineken, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, surtout sur le côté commercial et le côté marketing. Donc voilà, j'étais là pendant 4 ans et demi. Et c'était 4 ans magnifiques à Amsterdam pour une brasserie familiale aussi. Elle, même si elle est grande, c'est resté encore familiale, au moins à ce temps-là. Et puis tu as 28 ans quand tu rejoins finalement la brasserie familiale et là tu travailles en tandem avec ton père qui est toujours à la manœuvre. Ce choix-là, c'était peut-être encore le plus compliqué. Est-ce que je veux rester dans un multinational où je m'entendais très bien avec mes collègues et il y avait une bonne ambiance, avec des possibilités de partir à l'autre bout du monde, ou est-ce que je retourne à la maison familiale ? À la brasserie familiale. Et donc, voilà, j'ai quand même hésité pendant 2 minutes, mais le choix, il était très... du côté rationnel et du côté de mon cœur, c'était très clair que je voulais rentrer à la brasserie et à Bavíkov. Et voilà, pendant 6 ans, je pense, on a bien travaillé ensemble. J'ai pu apprendre beaucoup de choses de mon papa, mais j'ai aussi petit à petit repris le business. Donc, ce n'était pas d'un seul coup à l'autre coup que j'avais les clés en main, mais ça s'est fait très naturellement et pas vraiment avec des points spécifiques que je reprenais cette partie-là ou l'autre partie de la brasserie. Non, c'était vraiment quelque chose qui était très naturel et surtout les 2 années ensemble avec mon papa au même bureau, j'ai appris énormément de choses. Oui, c'est ça s'est fait sans pression finalement. Tu n'étais pas prédestiné à reprendre la brasserie familiale, tu as eu le choix. Oui, j'ai eu le choix, mais de l'autre côté, quel était l'autre choix ? Comme ma sœur n'avait pas vraiment eu l'opportunité, donc voilà, c'était moi ou c'était personne. Une brasserie familiale, normalement, je dis toujours, ça ne t'appartient pas, mais on en garde soin pour la prochaine génération. Comme j'étais la prochaine génération, le seul qui était possiblement impliqué dans la brasserie, voilà, il y avait quand même peu de pression, c'était pas sans pression, mais de l'autre côté, comme je l'ai dit auparavant, c'était aussi le rêve de le faire. Donc voilà, c'était très facile de prendre la décision et je me suis très bien amusé. Et encore toujours, mon papa vient tous les matins à la brasserie pour faire son tour, pour m'indiquer quelques soucis, pour me donner des idées, ou je peux lui demander des questions, ou j'aimerais bien avoir un second avis. Aujourd'hui, ça fait 13-14 ans que tu travailles à la brasserie et tu as travaillé à considérablement la développer. Je suis arrivé dans une brasserie qui avait des très bonnes bières. Toujours eu des très bonnes bières, des beaux prix pour la qualité de notre produit. On a été élu plusieurs fois comme meilleur pils de la Belgique. On avait vraiment des bonnes bières, mais on n'avait pas de marque. Donc voilà, c'était quelque chose que mon papa disait, voilà, si la bière elle est bonne, elle va bien se vendre. Mais on sait très bien entre-temps qu'il faut aussi avoir un visage de la bière. Il faut avoir une marque, une histoire qui est intéressante pour les consommateurs pour commencer et essayer la bière. Une fois qu'ils la trouvent bonne, ils vont continuer à boire une deuxième, une troisième, une quatrième et ils seront loyaux sur le long terme. Mais il faut quand même avoir des marques pour que le consommateur essaye la première fois la bière. Et donc, nous, à la brasserie, quand j'ai commencé, on n'avait pas encore de marketing. Donc, j'ai changé le nom de la brasserie. Je suis retourné au nom familial, donc brasserie de Brabander. J'ai lancé la Quaremont comme bière de cycliste en Flandre.
On vient d'avoir le Tour de Flandre, c'est phénoménal comme le cyclisme en Belgique, c'est une religion plus qu'un sport. Donc il y avait énormément de gens autour du parcours, ils buvaient tous de l'aquarium, ils sont très intéressés par la bière, mais surtout l'ambiance autour de la bière qui ajoute quelque chose supplémentaire au sport du cyclisme. Après, on a retravaillé la Bavic, on l'a rajeuni pas mal et maintenant on est en train de faire la même chose pour la Pétrus. Donc voilà, le côté marketing était nulle part au début et entre-temps, on continue à investir dedans. On continue à investir aussi dans l'outil de production parce que c'est pas parce que la qualité était bonne dès le début qu'il faut pas améliorer cela et se battre contre les trois ennemis de la bière étant l'oxydation, la lumière et la chaleur. Donc voilà, pour rester avec les mêmes recettes et essayer de trouver un meilleur résultat et surtout de la stabilité sur le long terme pour que ça puisse voyager autour du monde. Et troisièmement, il faut aussi regarder le tableau financier. Donc là aussi, au début, on n'avait pas vraiment une vue dessus. Sur quelle caisse est-ce qu'on gagnait un peu d'argent, sur quelle caisse est-ce qu'on perdait de l'argent. Donc voilà, là, on a aussi dû faire pas mal d'analyses, nettoyer. Comme ça, on avait aussi les moyens pour investir dans l'outil de production. Aujourd'hui, la brasserie exporte beaucoup, vers une 50aine de pays. Et surtout la France. Comme on est sur la frontière francophone, donc on est à un quart d'heure de Lille. Un quart d'heure, plutôt 20 minutes, oui, je suis d'accord, Olivier. Ça reste quand même la plus grande ville de Flandre, comme je dis souvent. Donc la consommation de bière est phénoménale en France, 80% au fût. Donc voilà, on a notre propre entité en France, mais autant aux Pays-Bas. Et après ça, il y a l'Italie, il y a les États-Unis, il y avait la Russie. Donc voilà, en étant un peu partout au monde, c'est surtout l'export qui doit nous aider à compenser pour les consommations qui sont en déclin un peu partout au monde. Mais si on arrive à explorer plus de pays, on est capable de compenser pour les pertes locales. Au total, c'est entre 150 et 200 000 hectos qui sont produits chaque année. Avec combien de collaborateurs ? Ça dépend un peu de l'année, mais on est souvent entre 85 et 100 personnes. Donc on essaye de rester sous le seuil de 100 personnes. Mais voilà, avec cette équipe-là qui est presque la moitié en production, la moitié en vente, marketing et facturation. Et ton fils qui met les bouteilles dans des caisses ? Pas encore, mais il aime bien déguster les bières déjà. Donc chaque fois, il vient chez moi, j'ai une bonne bière sur la table, il veut faire contrôle de qualité, comme il l'appelle. Donc j'aime bien qu'il déguste, j'aime bien qu'il veut apprendre la bière. Il se voit déjà au sein de la brasserie, mais je pense qu'il a encore beaucoup à apprendre. Ça ne tardera pas trop longtemps avant qu'il va faire son premier petit boulot à la brasserie. Par contre, il y a beaucoup qui a changé, il y a beaucoup d'automatisation qui a été fait. Donc voilà, les petits boulots à la main, comme moi je l'ai fait dans le passé, ça n'existe plus. Il faut être un peu plus âgé qu'auparavant pour pouvoir commencer à faire ses premières preuves dans la brasserie familiale. On va visiter ? Oui, avec plaisir. Albert, on se retrouve dans la salle de brassage qui est un beau lieu puisque ici se côtoient des cuves en cuivre historiques avec des cuves inox beaucoup plus modernes. Oui, en effet, on a rajouté une partie en inox en 2007, mais on n'a pas jeté nos cuves en cuivre. C'est tellement joli, j'ai travaillé avec pendant beaucoup de temps. Et encore toujours, on les utilise comme cuves d'empâtage. Donc les cuves d'empâtage sont encore toujours en cuivre. Et après, on passe dans une nouvelle cuve de filtration et une nouvelle cuve d'embellissement. Donc chaque brassin entre 150 et 200 hectos par brassin. Et combien de brassins par jour ? On peut en faire un nouveau tous les 4 heures. Mais en réalité, normalement, on sera entre 6 et 7 brassins par jour. Donc en totalité, par semaine, on peut en faire une trentaine, 32 si on est en été. Donc ça, c'est un peu notre maximum dans la salle de brassage. Et alors, ça représente quel volume à l'année ? En tant que brasserie, on peut faire entre 150 et 200 000 hectos. Donc on a nos propres marques qui sont les plus importantes, qui sont pour le long terme. Mais les restants de la capacité, actuellement, on la met aussi à disposition de collègues brasseurs qui ont besoin de capacités supplémentaires. Donc on les aide un peu, mais ça, on l'a une année et on ne l'a pas l'année d'après. Mais on reste toujours juste en dessous des 200 000 hectos. Pourquoi ?
Parce que sinon, ça impacte quand même pas mal les accises à payer, et surtout en France. Donc voilà, pour le marché français, on essaye de rester en taux réduit pour nos propres marques. Sinon, ça aurait un grand impact. Et surtout parce que tu es sûr de l'avoir une année ou pas, le volume supplémentaire, on ne veut pas prendre les risques. Et donc, on rajoute toujours la capacité qui nous reste en dessous de 200 000 hectos. Et dans les marques propres de la brasserie, le volume de production annuel ? On sera presque à 2/3 de volume de nos propres produits. Donc voilà, on a 1/3 de la capacité qui est disponible pour des collègues brasseurs, mais on essaie quand même, et mon grand rêve, c'est d'arriver à 200 000 hectos que des bières propres. Et pour cela, on a encore quelques années de boulot à faire et encore beaucoup de ventes et distribution à rajouter. Et alors la brasserie de Brabander, c'est combien de marques différentes ? Puisque tu nous disais tout à l'heure que quand tu es arrivé à la brasserie, il y avait la Pétrus, la Bavik Superpils, et que le reste, c'était encore un peu brouillon. En effet, entre-temps, on a quand même 4 marques de référence. La Bavik avec la Superpils et la Blanche, et entre-temps aussi la sans alcool, donc depuis le début de cette année-ci. Après, il y a la Pétrus qui a quand même beaucoup de références, quelques références traditionnelles comme la Blanc triple et la double. Mais à côté de ça aussi, les bières de foudre qui ont âgé pendant 2 ans en grande foudre de 200 hectos qui proviennent de l'Alsace et de Calvados. Et troisièmement, il y a la marque Quaremont pour les amateurs cyclistes, surtout en Belgique et aux Pays-Bas. Et dernièrement, on a rajouté, il y a quelques ans, nos craft beer de Circus, nos amis de Zwevegem, où on les aide et on fait aussi les plus grands brassins entre-temps ici à Bavikov. Pendant qu'on était en train de discuter, il y a les brasseurs qui versaient le houblon dans la cuve d'ébullition. Ça nous donne l'occasion de parler des matières premières. Alors tu nous disais que pendant tes études, le plus gros casse-tête, c'était l'eau. Oui, en effet. La qualité de l'eau est le plus important pour une brasserie. C'est peut-être pas le plus sexy, mais ça reste quand même 95% de ton produit. Donc la qualité de l'eau est primordiale et on a encore de la chance d'avoir la possibilité d'utiliser de l'eau source ici à la brasserie. Je pense que c'est plutôt rare pour des brasseurs de ne pas devoir utiliser de l'eau de ville, mais pouvoir vraiment avoir le caractère de l'eau de source. Et on la vend comme eau minérale aussi dans les bars, mais c'est surtout pour la bière qu'on l'utilise. Et donc cela est plutôt rare de l'avoir et on y garde vraiment. Mais à côté de ça, bien sûr, il y a les maltes. La plupart maltais en Belgique, mais en provenance de la France. Et les houblons qui sont presque tous des houblons d'arôme, pas de houblons d'amertume. Alors pourquoi ? C'est un choix assez lourd à prendre au point de vue financier parce que les houblons d'arôme sont le double du prix des houblons d'amertume, mais ils sont beaucoup plus ronds. Le résultat final il est beaucoup plus noble et surtout on a le nez et la gorge qui reçoivent un bel arôme de houblon plutôt que seulement avoir l'amertume. Donc c'est un choix très spécifique. Donc même pour notre pils, il n'y a que du Saz de provenance de la Tchéquie, la région de Saz. Donc même dans notre pils, il n'y a que des houblons d'arôme. Et alors les autres variétés de houblon proviennent d'où Il y a une partie qui vient de la Belgique, de la région de Poperinge. Il y a une grande partie qui vient de l'Angleterre. Et surtout la République tchèque. Pas encore de la France, je le sais, mais je dois encore apprendre et m'investiguer un peu dans les possibilités des houblons français. Et les États-Unis, bien sûr. En effet. Donc pour les IPA et tout ça, on va bien sûr récolter aussi une partie avec notre partenaire Yakima Chief, des houblons américains. Alors là, on est dans la salle des machines. Oui, en effet, la salle des machines qui reste quand même très important, qui nous coûte un peu plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. On a encore nos chaudières à gaz, mais heureusement qu'on a investi dans les années passées dans une nouvelle installation d'épuration. Et en priorité, on va surtout utiliser le biogaz. Quand on récolte notre station d'épuration, elle est derrière toi. La nouvelle chaudière à gaz qu'on a, du biogaz qu'on produit nous-mêmes. Ça représente de grosses économies ? Oui, quand même, avec les prix du gaz qui ne sont pas toujours très stables les dernières semaines, ou même en période ukrainienne ou au début de la guerre ukrainienne, c'est quand même important d'avoir plusieurs pistes à utiliser. Mais pas seulement ça, il y a aussi tout le toit, on l'a rempli avec des panneaux solaires.
Et donc sur le gaz, je pense qu'on sait fournir entre 30 et 40% de notre gaz, ou besoin de gaz, et on l'utilise nous-mêmes, ou on le produit nous-mêmes. Pour les panneaux solaires, on est entre-temps à la moitié. Donc la moitié de notre électricité, on la produit nous-mêmes. Donc ça devient quand même de plus en plus important. Voilà, ici on est dans l'ancienne ligne souterrage. Comme j'avais expliqué, donc c'est quand même important dans une brasserie familiale comme la nôtre. Et il faut toujours rebâtir. Donc on enlève une machine, on enlève une ligne et on réutilise après une rénovation le même endroit. Et donc ici on a rajouté pas mal de cuves de garde pour garder la bière pendant la période de quarantaine. Parce qu'on a aussi des bières qui sont non pasteurisées. Et donc celles-là, on doit quand même les garder pendant une semaine avant de les soutirer pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de microbiologie. Alors ici, Albert, on est dans une chambre froide où la bière s'affine. Oui, en effet. Donc on a rajouté ceci juste après la période Covid. On a quand même encore un peu de boulot à faire dans notre salle froide. Et donc c'est une solution temporaire où on a rajouté des cuves de 600 hectos et 300 hectos pour garder la bière avant le soutirage. Donc le prochain projet après la ligne d'enfûtage sera de refaire complètement notre bloc froid ici à la brasserie. C'est probablement, on le pense toujours, mon dernier projet ici interne avant que je puisse envoyer la brasserie à la prochaine génération. Mais quelque part, j'ai quand même une pensée qu'il y aura encore d'autres projets à faire avant de passer la brasserie à la prochaine génération. Et alors on peut lire là sur les ardoises qu'effectivement la brasserie produit pour d'autres brasseries. Un tiers des volumes, tu nous disais, c'est quand même pas négligeable. Oui, en effet. Mais si on est là pour aider les collègues, ça leur aide, ça leur donne le temps d'investir eux-mêmes dans leur propre production. Et de l'autre côté, ça nous aide aussi à payer nos investissements. Donc voilà, c'est du win-win, mais on sait très bien que ce n'est pas toujours pour l'éternité qu'on les aide et qu'il y a des amis qui viennent et qui repartent par après. Donc voilà, ce n'est pas la stratégie sur le long terme. Donc voilà pourquoi le rêve d'arriver à 200 000 hectos de bière de propre marque. Là, on vient d'entrer dans un endroit qui est toujours très impressionnant parce qu'on est sous les fermenteurs. On voit les formes cylindro-coniques des fermenteurs, mais le haut des fermenteurs est à l'extérieur du bâtiment. Et là, on est vraiment dans les sous-sols, quoi. Et c'est une salle qui est aussi stratégique puisque c'est ici qu'a lieu la clarification. C'est un peu le plus important de la brasserie. Si on fait des fautes ici, ça sera partout. Mais c'est ici qu'on va avoir la bière au meilleur niveau parce que dans une soutireuse ou dans un enfûtage, on ne sait pas améliorer la qualité du produit. Donc ici, c'est vraiment primordial d'avoir la bonne qualité, de finaliser la recette pour avoir un produit final pour mettre sur le marché. Donc en effet, on est entre les fermenteurs, mais il y a aussi la centrifuge, la clarification et aussi un peu la ligne pour rajouter des jus aux bières fritées. Alors puisque tu parles de l'importance de la qualité, parle-nous de ce qui est fait en termes d'analyse tout au long du process. Pas seulement dans la salle brassage, mais surtout ici, on prend énormément d'échantillons. On fait sur tous nos brassins, on fait du micro-analyse, donc du PCR. On le fait depuis longtemps et ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup d'argent. Mais quand même, la qualité est le plus important dans le brassage de la bière. Qualité et nettoyer. Donc c'est pas seulement analyser les bières, mais c'est aussi analyser la propreté de la brasserie. Donc est-ce que les tuyaux ont été bien nettoyés? Est-ce que le CCT ou le fermenteur, est-ce qu'il est à 100% propre? Parce que brasser, c'est nettoyer. C'est une expression qui est assez connue, mais il faut aussi contrôler si c'est bien nettoyé. Comme on a aussi des bières non pasteurisées, on n'a pas de marge d'erreur là-dessus. Et donc beaucoup de boulot, mais le vendredi, on nettoie. En sortant de la salle de fermentation, on découvre encore d'autres machines spécifiques. Oui, on est une brasserie familiale, mais on doit aussi contribuer au nouveau développement technologique. Par exemple, ici, on a à côté de nous notre machine de dry hopping qui a été développée par nous avec notre fournisseur pour être capable de faire du dry hopping sur des gros volumes. Donc on est capable de faire du dry hopping de 1000 hectos
pour des IPA sur le même fermenteur. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Normalement, on fait du dry hopping sur des petites quantités. Nous, on est capable de le faire sur les grandes quantités. Mais on fallait adapter nos fermenteurs et développer cette machine pour le faire sans avoir du oxygen uptake. Donc pour éviter l'oxydation pendant le processus. De l'autre côté, on a nos fermenteurs spécifiques pour les bières non fermentées. Ça semble un peu bizarre, mais les bières sans alcool qu'on a développées ici en interne, on a commencé par une 0,5 sur Quaremont. On a développé par après, on a affiné un peu le processus, on est arrivé à Quaremont 0,0. Cette année, on a même été capable de faire une pils sans alcool, donc encore plus compliqué, mais quand même avec un bon goût et avec beaucoup de bons retours sur le produit même, sans devoir investir dans une installation d'évaporation. Donc il y a 3 technologies pour faire des bières sans alcool. Il y a l'évaporation, donc l'extraction de l'alcool et après rajouter les arômes qu'on a aussi sortis de la bière, qui prend énormément d'énergie et qui est très cher à investir. Deuxièmement, il y a la possibilité, on utilise de l'eau pour pousser l'alcool en dehors de la bière, mais nous, on s'est surtout focalisé sur les fermentations qu'on dit un peu feignantes, mais on a rajouté notre partie de technologie là-dessus pour arriver à être capable de faire du pils 0,0. Et alors, ça fonctionne comment ? Ben, ça, je ne vais pas te dire. Hein. Si je dis à toi, Olivier, tout le monde est au courant. Donc, on veut quand même garder un peu nos secrets aussi. Ça a pris 2 ans et demi de développement. Donc, voilà, on va quand même garder un peu ça pour nous. Et alors, dans ces tuyaux, c'est la bière qui circule ? C'est de la bière qui circule, en effet. Donc, mais c'est surtout à quelle température et pendant quelle période qu'il faut le faire. Alors ? À moi de le savoir, à toi de deviner. Bon, on n'en saura pas plus alors sur le procédé pour obtenir une bière sans alcool qui est élaborée à partir de la recette originale. On prend de la Bavik Super Pils et on retire l'alcool ? Non, pas du tout. Donc, on a un brassin dédié à ça qui a quand même des maltes différentes. Même pas tout est malt. Donc, il y a aussi des grains non maltés dans le processus pour avoir moins de sucre. Donc voilà, c'est tout le processus. Il faut pas penser de partir d'une bière et d'extraire l'alcool. Non, c'est tout le processus, il est plus compliqué, il est beaucoup plus spécifique et très sensible. Donc voilà, on apprend encore tous les jours, mais on a pas mal de succès pour le moment et voilà, on y croit pour les années à venir. Alors Albert, on se retrouve maintenant dans un autre lieu stratégique de la brasserie qui est celui du conditionnement. Et c'est probablement tout ce qui concerne le soutirage, le conditionnement, les postes où tu as le plus investi depuis ton arrivée à la brasserie il y a 13 ans. En effet, c'était le plus grand projet. Auparavant, on avait une ligne de soutirage de bouteilles qui pouvait faire que en caisse. Même la moitié était encore fait à la main. Donc on avait énormément de boulot pour tout ce qui est l'export en carton. On ne pouvait pas faire de 75 en interne. Donc voilà, on avait beaucoup de business qu'on sous-traitait externe de la brasserie. Et donc avec la nouvelle ligne d'embouteillage, je voulais avoir la possibilité d'avoir énormément de flexibilité. Donc ici, on est dans une ligne qui tourne à 30 000 bouteilles par heure. Mais au même moment, on sait faire 13 différentes bouteilles sur cette ligne. On sait faire et carton, et caisse, on sait faire des clips sur les bouteilles, en basket. Donc voilà, il y a énormément de possibilités sur la même ligne. Elle prend beaucoup de place, elle a coûté beaucoup d'argent, mais entre-temps, elle a 10 ans et elle continue à marcher. Et ça a vraiment nous donné des opportunités, développement de nos produits en conditionnement beaucoup plus qu'auparavant. Ce qui fait qu'on avait aussi de la rentabilité sur ces produits qu'on n'avait pas auparavant quand on devait le faire à l'externe. Pour terminer notre visite, un autre poste de conditionnement, c'est le fût. Qui reste quand même pour nous très important dans notre brasserie. On fait presque la moitié de notre business est encore en fût, qui est beaucoup plus que pour beaucoup d'autres brasseurs belges, parce qu'on a toujours focalisé sur le CHR, un peu moins sur les grandes surfaces. Donc il y a encore beaucoup de fûts chez nous et donc notre investissement qu'on a fait en 2007 avec une ligne au début qui faisait 320 fûts par heure, on va devoir la remplacer et ça va se faire d'ici la fin de l'année avec une nouvelle ligne qui sera installée
Et j'espère qu'il sera en route avant qu'on puisse partir en vacances de Noël. Alors puisque tu parles du CHR, qu'on appelle en Belgique l'Oreca, on peut préciser que dans la corbeille de la mariée, il y avait 130 bars qui appartiennent à la grande famille de Brabander. Oui, en effet, ça a toujours été utilisé. Mon grand-père, il a commencé cela pour repartir un peu la brasserie à la prochaine génération. Donc il y a le côté opérationnel de la brasserie, mais avec ce qu'il gagnait dans le côté opérationnel, il achetait les sous qui se libéraient, qu'on n'avait pas besoin de réinvestir dans la brasserie, étaient investis dans l'immobilier, mais surtout l'immobilier CHR, donc dans les bars, dans l'Oreca. Et donc comme ça, il a pu acheter des maisons qu'il transformait en bars, ou il a pu acheter des bars pour avoir une certitude de volume pour nos propres bières. Mais cela a toujours été, dans chaque fois qu'on donnait la prochaine génération l'opportunité de rentrer dans la brasserie, il y avait aussi les sœurs qui avaient des bars qui leur étaient donnés. Et donc j'ai pas mal de bars où je paye le loyer à mes tantes, à mes sœurs. Comme ça, ça nous donne la possibilité pour que la différence entre le côté opérationnel et le côté immobilier soit pas trop large, pour quand même garder la brasserie dans la famille sans devoir avoir trop d'actionnaires dans la brasserie. Alors la brasserie a 132 ans, il y a 130 bars, ça fait presque une ouverture de bar par an. Oui, mais c'était surtout dans les années 70 et 80 que ça s'est fait. Je pense que mon papa, il en a encore acheté pas mal. Mais les dernières années, on sait tous que le CHR, c'est compliqué. C'est pas le souci de ne pas avoir les possibilités d'en acheter, mais il y en a presque trop. Ici, dans la région, il y a tellement de bars qu'il y a quand même une certaine sélection. Et le plus compliqué, c'est de trouver des bonnes personnes pour les gérer. Avoir des motivés qui ont encore envie de rassembler les gens autour d'une bonne bière, c'est pas un cadeau. Donc pour nous, il faut surtout trouver les gens qui ont envie de le faire. Ça reste quand même un des boulots le plus joli, c'est rassembler les gens autour d'une bonne bière, c'est magnifique. Mais il y en a de moins en moins qui sont prêts à le faire parce que c'est un sacré boulot aussi. Et alors évidemment, ce sont des bars qui ne servent que les bières de la brasserie. En effet, ou de certains de nos collègues brasseurs. On a des collaborations avec des collègues brasseurs où eux, ils servent nos bières dans leur bar, nous, on sert leur bière dans nos bars. Donc voilà, et on n'a pas une gueuse, par exemple. Donc on fait appel à un autre brasseur qui, en contrepartie, vend nos bières dans ses bars. Donc voilà, il y a toujours une certaine collaboration avec des collègues brasseurs. Et ça, c'est traditionnel en Belgique, les brasseries possèdent leur propre bar. Surtout dans le passé, les brasseries traditionnelles, oui, mais de moins en moins. Et je pense aussi que les nouveaux bars vendent de moins en moins de la bière. Donc voilà, ça devient plus hybride. Il y a à manger, il y a à boire ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose qui est historique, mais qui représente pour notre business que 5% de notre volume. Donc voilà, mais ça donne une possibilité d'essayer des nouvelles recettes et avoir des retours assez vite de nos clients, très directs. Mais sur le long terme, ça ne va pas revenir à 10% ou 15% dans le futur. Non, pour nous, l'avenir, c'est l'export, c'est les grandes surfaces, parce qu'on voit très clairement que l'évolution du marché est du CHR vers consommation à domicile. Albert, avant de passer à la dégustation, on termine notre visite par ce lieu qui est absolument incroyable et qui est peut-être le plus beau lieu de la brasserie, je ne sais pas si ça se dit, quoique la salle de brassage est pas mal non plus, mais ici c'est la salle des foudres. Oui, pour nous c'est le lieu préféré de la brasserie. Pas seulement que ce soit le lieu le plus calme de la brasserie, c'est surtout quelque chose qui nous distingue de beaucoup d'autres brasseries. C'est avoir nos bières qui vieillissent ici pendant 2 ans en foudre de chêne. Les horizontales sont des anciens foudres qui viennent de l'Alsace pour faire du vin blanc, bien sûr, et qui ont été transportés vers le Calvados par après, très clair pour le Calva, que mon papa il a acheté dans la période des années 80, pendant qu'il y avait une pénurie de bières vieilles brunes ici dans la région. Donc voilà, c'était un peu le début du projet. Et depuis, on a rajouté pas mal de foudres supplémentaires, tous du bois français, qui vient de Brive-de-la-Gaillarde. Donc on est très content avec ça. Et quelque part, c'est devenu la bière qui est dedans est notre triple, qu'on fait âger pendant 2 ans. Et il y a une infection avec de la microbactérie, avec des levures
Il y a de la brette, il y a de lacto, il y a tout ce qu'il ne faut pas dans la bière. Donc voilà, c'est une collection de levures spontanées. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et pendant cette période de 2 ans, eux, ils vont transformer le sucre qui n'a pas été fermenté en acidité, en frité, et surtout, ça donne un arôme extraordinaire. Donc la bière de base, on l'appelle la Petrus Aged Pale, mais on l'utilise surtout à donner un côté un peu plus acidique à certaines bières fritées qui seront, si on ne le ferait pas, trop sucrées. Donc voilà, il faut toujours trouver une balance. Et donc pas mal de Petrus, on va rajouter un peu de bière de foudre comme notre ingrédient secret. C'est-à-dire que ce qui sort des foudres, on peut le boire tel quel, mais il va aussi servir à l'élaboration d'autres recettes. Voilà, donc une petite quantité sera consommée telle quelle, donc c'est de la Petrus Aged Pale, mais sera surtout utilisée pour rallonger d'autres bières ou couper dans les autres bières, comme notre Petrus Flandre, comme notre Petrus Infinitum, la Petrus Rouge, Aged Red. Donc voilà, il y en a pas mal d'autres bières qui vont recevoir une petite acidité pour donner de la balance, parce que la balance, c'est le plus important dans une bonne bière. Tu dois avoir envie de passer à la prochaine. Et si ce n'est pas le cas, parce que la bière elle est trop sucrée, elle n'a pas assez d'acidité, ça devient compliqué. Ou c'est trop sec, ou c'est trop frité, c'est trop sucré. Ben voilà, cette bière de foudre est pour nous la solution à beaucoup de ces soucis. On va goûter ? Certainement. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Alors, on a à peu près toutes les bières de la brasserie, ou en tout cas toutes celles qu'on trouve sur le marché français qui sont présentées ici sur le bar, avec leur verre. Et la collection est quand même impressionnante, donc il va falloir faire des choix. En effet, mais c'est comme ça dans la vie. Heureusement qu'on a plusieurs jours, qu'on peut revenir, qu'on peut déguster à plusieurs moments. Mais en effet, j'ai étalé un peu toute la gamme. Et voilà, comme tu le vois, il y a la gamme Bavik, il y a la gamme Petrus, la gamme Quaremont, et après, il y a Circus avec toutes les bières éphémères. Qu'est-ce que tu nous proposes de déguster ? On a déjà dégusté la Bavik et la Bavik 00 pendant l'entretien, donc voilà, c'était très intéressant. Mais quand même, je voulais vite en parler parce que pour moi, la qualité du Pils représente aussi la qualité du brasseur. Donc ça reste quand même la bière la plus compliquée à brasser. Et s'il y a une faute dans une Pils, ça se déguste tout de suite parce qu'il n'y a pas de marge d'erreur. C'est très, il n'y a que le malt et le houblon qui jouent. Et surtout la fermentation. Donc voilà, souvent une Pils est vue comme une bière normale, la bière blonde du moment, mais quand même dans les Pils, il y a de la bonne qualité et d'autres choses. Et comme on a été élu comme meilleur Pils de la Belgique plusieurs fois, presque un record de nombre de fois, on est quand même très fiers de pouvoir dire qu'on a une bonne Pils qui est vue par les connaisseurs de la bière en Belgique et de plus en plus en France comme la référence. Mais on vient de lancer la 00 au début de l'année, donc c'était quand même quelque chose de très osé, parce que déjà faire une 00, c'est pas un cadeau, et avoir le nom Bavik devant, ça devient encore plus compliqué. Mais on a travaillé pendant 2 ans et demi dessus et on est très content avec les retours qu'on reçoive, qu'il est quand même vu comme une des meilleures 00 dans le marché de la Pils. Donc voilà, chapeau à nos maîtres brasseurs d'avoir osé et d'avoir surtout travaillé très fort dessus et d'arriver à cette qualité. Donc voilà, on vient de la lancer début de l'année et on a de plus en plus de monde pour. Voilà Olivier, je pense qu'on va commencer à déguster par une triple. On est en Belgique, on aime bien nos bières fortes, mais en Petrus version traditionnelle, on a la blonde, la double et la triple. Donc on vient de refaire les étiquetages un peu plus jeunes, un peu plus premium. Donc voilà, on y croit vraiment dans la marque Petrus, surtout avec ce nom-là, et l'histoire qu'on a racontée, qui est quand même phénoménale. Et on veut être pas ordinaire, mais sublimé. Donc on veut sortir de la Petrus comme il y avait et donner vraiment avec des nouvelles recettes qu'on a travaillées sur les dernières années. On a quand même tout changé petit à petit et on est très fiers de pouvoir déguster ces bières-là. Et je propose qu'on commence par la triple, probablement
la bière sur laquelle je suis la plus fier du développement des dernières années. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette triple, sa robe, son nez, son goût? Donc, la triple est refermentée en bouteille. Donc, après la fermentation haute qu'on a fait dans la salle de fermentation, on a utilisé une nouvelle levure de fermentation de bouteille. Et on fait ça depuis 2 ans. Mais on a surtout travaillé sur l'houblonnage. Donc, maintenant, on ne rajoute pas seulement les houblons dans la salle de brassage, mais aussi il y a du dry hopping. On a vraiment beaucoup plus de bananes dans le nez, beaucoup plus de fruits rouges, de pommes rouges aussi et même un peu de pommes vertes pour en donner un mélange beaucoup plus fruité qui donne envie de plonger dedans. Donc pour moi, le nez d'une bière est très important. Déjà dans le nez, on voit, on devient heureux ou pas. Et si le nez il n'est pas parfait, tu as beaucoup moins envie de plonger dedans. Donc voilà, ça reste très important. Et après, il y a l'amertume. Comme je viens d'expliquer avec les houblons d'arôme, il faut avoir une certaine sécheresse dans la gorge pour avoir envie de prendre la 2e ou la 3e bière. Donc une bonne bière se revend elle-même. Et donc là, on est à 8,5% d'alcool, donc ce qui est bon, mais pas exagéré non plus. Mais on a l'impression qu'on est un peu moins. Donc voilà, on a vraiment cette buvabilité qui est très importante pour une bonne bière, à mon avis. Drinkability, comme on l'appelle, buvabilité, est primordiale dans toutes nos bières. Et donc, on a répliqué la même chose dans la double et la blonde aussi. Donc, la blonde qui titre 6,5 comme la double, et donc qui est très facile à boire, très agréable, mais toujours avec une certaine balance. Parce que cette balance-là, cette buvabilité, reste très important pour nous, autant par fût que de la bouteille. Deuxième dégustation. Maintenant, on est vraiment dans la période des courses cyclistes en Belgique, mais la période, elle est assez large. On commence fin du mois février avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne et on arrête avec Liège-Bastogne-Liège, je pense quelque part fin du mois mai. Donc voilà, c'est vraiment une période qui est très importante pour nous parce qu'on a beaucoup d'amateurs cyclistes en Belgique, aux Pays-Bas, même dans le nord de la France aussi, avec Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Gent-Wevelgem, donc on est partenaire de toutes ces courses-là. Je suis aussi grand amateur passif et actif du cyclisme. Donc c'était un des premiers projets pour moi à la brasserie. Après le changement du nom de la brasserie, retour vers le nom familial, on a lancé la Quarmont. Et la Quarmont, c'est une colline très connue dans les Ardennes flamandes, où il y a toutes les courses qui passent dessus. Je pense elle a 3,5 km, 3,2 avec un taux d'élevage ou un pourcentage d'élevage de 6,6% sur la première partie, mais il n'y a que des pavés. Donc c'est pas la distance ni l'inclin, mais les pavés ils sont vraiment jetés dedans. Et donc elle est très connue comme colline, elle fait bien mal aux cuisses. Et donc, on s'est dit, voilà, pour tous ceux qui sont capables et qui ont envie de dépasser cette colline-là, il faut quand même leur brasser une bière. Et donc, c'est devenu la bière un peu emblème pour les amateurs de cyclisme en Belgique, mais aussi en dehors de la Belgique. Et donc, depuis quelques années, on a la Quarmont, la blonde, qui titre 6,6%, donc le même taux que l'inclin de la colline. On a commencé à faire la 0,0 il y a 1 an et qui représente entre-temps en Belgique déjà 15% du volume total de la Quarmont. Et on vient de lancer avec le Tour de Flandre de 2026, on vient de lancer la triple aussi parce que voilà, il y a aussi encore des collines en France, en Italie, en Espagne à grimper qui ont un taux d'élevage beaucoup plus haut. Donc on a mis la bière, une triple de 9%. Que j'aimerais bien déguster avec toi. Alors ça se voit pas forcément quand on écoute le podcast, mais nous sommes en Belgique et en Belgique, chaque bière a son verre.
chaque marque a son propre verre. C'est super important pour le goût de la bière, mais quelque part c'est aussi une histoire, une tradition qu'on aimerait bien garder ou qu'on aime bien garder et qui est aussi reconnaissue par Heritage. UNESCO a quand même dit, ben voilà, les bières belges avec leur verre et toute la tradition autour dans l'ORECA, dans le CHR, c'est quand même quelque chose de très spécifique, donc il faut garder cela et continuer à le faire. Et donc dans ce verre de Quaremont, il y a même les pavés qui sont intégrés dans le dessus. Il y a le cycliste qui grimpe le pied et la forme du verre même, c'est le pavé en l'envers. Donc toute cette histoire marketing va avec aussi, mais le plus important, ça reste dans le verre. Donc une dégustation de notre second triple qu'on vient de lancer très récemment. Donc comparé à la triple de Petrus, il y a moins de doublonnage, il y a ce côté très rond, très facile à boire. Quelque part, ça fait penser à l'ancien Carmélite, comme il était dans le passé, avec quand même une touche de 4VG, mais aussi un côté fruité. Donc voilà, on a des retours très positifs, mais ok, on vient de lancer, donc tout le monde est très positif pour chaque nouvelle, mais ça verra dans le futur qu'est-ce que ça donne. Mais nous, en tout cas, on est très contents avec les résultats actuels. Troisième et dernière dégustation. Dernière pour aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura encore pas mal d'autres à refaire par après, mais en effet, on s'est basculé chez notre microbrasserie Circus, une brasserie de Berthe et Tim, qui étaient deux anciens artistes du Circus, qui avaient qui ont encore toujours une énorme passion pour le cirque et le show, et donc ils nous ont demandé de leur aider un peu après la période Covid. C'était compliqué, et donc je me suis dit pourquoi pas, ça nous donne la possibilité d'élaborer de nouvelles styles de bières qu'on ne faisait pas auparavant, des bières éphémères. Donc ils avaient déjà une saison en gamme, une session IPA et une triple, mais très avec beaucoup d'herbes, donc du romarin dedans, du thym dedans, donc énormément de choses qui se passent. Ça fait parfois un peu penser à des pizzas très aromatisées, donc ça donne plaisir. Et donc on a élargi un peu la gamme avec des bières qui viennent et qui repartent. On a une bière fruitée, la Fruit Crush, avec des cerises et des framboises. On a la Fantastic IPA, qui est une deuxième IPA qui titre 7% et qui est encore beaucoup plus en mode arôme ou blanc d'arôme que la Session IPA qui titre 4%. Il y a la Double IPA, bien sûr, il faut avoir un peu de tout. Et dernièrement, on a lancé la Winter Ale, qui est très amusant. La Winter Ale, qui est une bière qui est brassée avec, comment ça se dit en français, le pain d'épices, qui est très connu, de Vondelmolen, où on a une bière qui titre 10%, qui tient au corps, qui est parfait pour la période hivernale. Et il y a encore de nouvelles bières qui arrivent bientôt, comme une New England IPA. Et il y aura des bières qui repartent et qui reviennent. Donc voilà, on s'amuse dans le Circus, des petits brassins de 5 hectos. Si ça marche bien, on peut les faire ici à la brasserie. Mais c'est surtout s'amuser, faire des nouveaux brassins et faire des tests. Donc voilà, pour nous, très important, pas seulement en tant que brasserie et marque, mais aussi ça nous donne un peu un endroit où on peut s'amuser, faire ce qu'on a envie de faire des tests. Si c'est pas bon, voilà, on jette. On fait le développement de nouveaux produits là-bas, et voilà, il y a une belle collaboration entre les deux brasseries. Et alors nous dégustons la Session IPA. Oui, la Session IPA, ma bière favorite de cette gamme. Voilà, on a 4 blancs là-dedans. Je suis à la recherche, je ne les connais pas par cœur avec tous les autres IPA. Mais donc voilà, il y a de l'Amarillo dedans, il y a du Saz dedans, mais encore autre, 2 sortes doublons que je devrais rechercher, je m'excuse. Voilà, c'est une bière qui est, surtout en été, super buvable. Donc voilà, ça se boit très facilement, ça donne envie pour une deuxième, quelque chose que tu m'as entendu dire plusieurs fois, et qui n'est que à 4,3%. Donc très agréable, et pour moi un peu ce qu'une bonne IPA doit être. Pas exagéré dans les arômes, mais avoir quelque chose qui est balancé. À la tienne.
Alors en conclusion, est-ce que tu peux nous parler des projets de la brasserie? Alors on a parlé de la Quarmont triple. Est-ce qu'il y a d'autres bières qui sont en phase de test, de développement, de recherche? Avec Circus, on est toujours en mode de recherche et de développement, mais on a surtout focalisé sur le fait d'avoir une gamme. Les dernières années, on a retravaillé la gamme Petrus. Après, on s'est focalisé sur les bières sans alcool. Et je me rappelle qu'il y a 5 ans, je me disais, on va jamais développer les bières sans alcool, ça fait pas de sens. Le monde, il a vite changé. On n'a que le choix de s'adapter au monde qui change. Si le consommateur nous demande des bonnes alternatives avec moins ou sans alcool, c'est à nous de les développer. Donc, on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Voilà, après, maintenant, on se focalise sur la Petrus, le développement de la marque. Mais je pense qu'on est en train de faire aussi des projets là. Quelle serait la prochaine Petrus? Il y a le projet Infinitum qui me fait beaucoup plaisir avec un mélange entre triple et bière de foudre que j'aimerais bien faire venir en 33 ou au fût. Donc là, il y a certainement des développements et éventuellement une version sans alcool dans les années à venir. Mais voilà, d'abord, on va se focaliser sur ce qu'on a déjà avant de rêver sur les nouveaux projets. Merci à Albert de Brabander, représentant de la 5e génération et actuel dirigeant de la brasserie de Brabander, ainsi qu'à toutes les équipes de la brasserie pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez également à laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Et bien sûr, soutenez le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est en description. À très vite pour découvrir d'autres aventures brassicoles. Et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.